Buenas tardes. Comenzamos. Bonsoir. Je vous propose de démarrer maintenant notre conférence, cette séance consacrée à la Colombie dans cette journée internationale de l'avocat en danger. Tout d'abord, je dois vous dire que cette conférence va se faire grâce à l'interprétation simultanée en 4 langues, espagnol, l'anglais, le français et l'italien. Alors, pour écouter l'interprétation, vous avez tous les icônes en bas de l'écran et vous pouvez cliquer sur l'icône du globe terrestre marqué Interprétation. Vous avez un menu qui va se déployer et là, vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez suivre le webinaire. Et en cas de doute, suivez tout simplement les instructions à l'écran. En tant que modérateur, je vais essayer de me montrer strict avec les temps de parole pour que notre conférence se déroule de la meilleure façon possible. Je prie donc les orateurs de bien respecter les temps accordés. C'est à Monsieur le Président de l'OIAD que revient l'honneur d'inaugurer ce séminaire. Monsieur Francesco Caia, vous avez la parole. Merci Alfredo. Je voudrais saluer les insignes intervenants de cette conférence que nous avons organisée à l'occasion de la 12e Journée internationale de l'avocat en danger qui a lieu le 24 janvier de chaque année. Je salue également tous les collègues des plus de 40 barreaux membres de notre observatoire international ainsi que les avocats et les avocates des barreaux et des associations qui composent la coalition internationale pour la journée de l'avocat en danger. Je voudrais aussi saluer toutes les personnes qui participent en ligne à cet événement. Depuis 2009, la journée est tenue le 24 janvier dans de nombreuses villes, pays et continents du monde entier. Le 24 janvier a été choisi comme journée internationale de l'avocat en danger parce que ce jour-là, en 1977, 4 avocats et un collègue ont été assassinés à leur domicile, 55 rue Atocha, à Madrid. Un drame connu sous le nom de massacre d'Atocha. Malheureusement, la pandémie nous a une nouvelle fois empêchés d'organiser une conférence en présentiel comme nous l'aurions souhaité. Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire internationale, nous avons le ferme engagement à soutenir les collègues à risque dans leur travail, qui n'a pas diminué. Et grâce aux activités aux nouveaux membres qui ont rejoint l'Observatoire, nous avons pu étendre même nos activités. La pandémie a accru les inégalités, mais elle n'a certainement pas mis fin aux violations des droits humains dans de nombreuses régions du monde. Nous sommes toujours confrontés à ces violations des règles de l'état de droit et du droit à un procès équitable. Les avocats sont amenés au silence. Normalement, ils sont identifiés à leurs clients par des gouvernements autoritaires. En tant que membre de la coalition pour la Journée internationale de l'avocat en danger, nous nous sommes engagés l'année dernière à coordonner et à donner une impulsion à la rédaction et à la publication du rapport final sur la Colombie, basé sur les témoignages de collègues colombiens et sur une analyse minutieuse de la situation dans cet État. À ce rapport ont collaboré plus de 25 barreaux et associations qui sont co-signataires du rapport. À la fin des travaux de cette conférence, dans mes conclusions, je ferai brièvement référence aux demandes et aux recommandations contenues à la fin de ce rapport. Je tiens donc à remercier tous ceux qui, avec dévouement au cours de cette année écoulée,
ont contribué à la rédaction de ce rapport, tout particulièrement les membres de l'équipe de l'Observatoire. En Colombie, l'engagement des avocats défendant les droits fondamentaux est extraordinaire, tout comme leur contribution à l'instauration définitive de la paix dans le pays. En 2016, la signature des accords de paix à La Havane entre le gouvernement colombien et les FARC a officiellement mis fin au conflit armé. Et cependant, le processus de paix n'a pas encore atteint sa conclusion. D'une part, les négociations avec les combattants de l'armée de la libération nationale ont été suspendues. Et de l'autre, les groupes paramilitaires et le trafic de stupéfiants continuent de se développer. Et malgré la création de cette juridiction spéciale pour la paix destinée à faciliter la réconciliation nationale et à aider les victimes du conflit, les couches les plus faibles de la population continuent de subir abus et harcèlement. En 2021, l'Observatoire a déposé un pourvoi amicus curiae pour soutenir devant la Cour constitutionnelle de la Colombie un pourvoi formé en référence à l'affaire Dylan Cruz, un jeune homme tué par un membre de la police nationale lors des manifestations à l'occasion de la grève nationale colombienne de 2019. Il avait été jugé que la juridiction pénale militaire était compétente, mais la Cour constitutionnelle, le 17 juin 2021, a statué que la compétence de la justice pénale militaire était limitée et exceptionnelle et que les tribunaux ordinaires devaient être saisis de la procédure pénale afin de garantir également les droits fondamentaux des victimes. En Colombie, les avocats sont menacés, sont agressés, sont attaqués lorsqu'ils traitent des dossiers sensibles, comme la restitution des terres aux paysans illégalement spoliés, les exécutions extrajudiciaires, la défense de l'environnement naturel et même les affaires portées devant la juridiction spéciale pour la paix. Les représailles contre les avocats augmentent d'ailleurs lorsqu'ils dénoncent les liens présumés entre les groupes paramilitaires, les guérillas et les autorités. Aujourd'hui, nous écouterons les témoignages des avocats Franklin Castañeda, Germán Romero, Lina Peláez et Daniel Mendoza. Mon collègue et ami Alfredo Irujo, du Consejo General de la Abogacía Española et membre du conseil d'administration de l'OIAD, sera le modérateur de cette conférence et vous présentera ses orateurs ainsi que les deux autres insignes intervenants. Monsieur Joël Hernandez, commissaire et rapporteur pour la Colombie de la Commission interaméricaine des droits humains, et Monsieur Diego Garcia Sayon, rapporteur spécial des Nations Unies sur l'indépendance des juges et des avocats, à qui je vais maintenant donner la parole tout de suite pour son intervention. Merci. Bonjour, bonsoir à tout un chacun. Je vous remercie de me donner l'opportunité de partager avec vous certaines de mes réflexions. Et tout d'abord, je voudrais évidemment rendre hommage à ces victimes d'il y a 45 ans, les victimes de cet attentat à Atocha. Après cet attentat, non seulement Madrid, mais de nombreuses autres villes au monde ont été le scénario des attaques semblables au barreau et à la profession d'avocat. Et malheureusement, je crois qu'il y a un écho qui m'empêche de bien faire mon intervention. L'exercice des fonctions d'avocat, c'est l'une des composantes du mandat du rapporteur spécial des Nations Unies sur l'indépendance des juges et la fonction des avocats. Depuis que le rôle de ce rapporteur a été créé dans les années 90, ce rapporteur sur l'indépendance des juges et des avocats, eh bien, c'est une condition indispensable, un pilier essentiel de l'état de droit, de la protection des droits humains et d'un système judiciaire indépendant. C'est une partie prenante de l'exercice de la fonction d'avocat. Et donc, le premier pilier est que les États doivent avoir un devoir de garantie de la fonction du barreau. Ce n'est pas comme n'importe quel autre métier, comme n'importe quelle autre profession. C'est la base de l'état de droit, de la protection des droits humains. Deuxième aspect que je voudrais souligner,
et que vous n'êtes pas sans connaître, et que bien que cet élément est établi dans les principes généraux, nous avons un foisonnement de pratiques qui entravent la liberté de l'exercice du droit, tout particulièrement lorsque cette activité porte sur la défense des droits humains, des droits de la femme, des droits des minorités nationales, des peuples autochtones, des affaires portant sur la corruption ou la criminalité organisée et bien évidemment l'environnement aussi. C'est là un secteur qui est de plus en plus vulnérable, de plus en plus dangereux dans les pays de l'Amérique latine pour tous ceux qui exercent les fonctions d'avocat. Sur la base des informations dont ce rapporteur dispose, de 2010 à 2020, plus de 2500 avocats et avocates ont été assassinés, arrêtés ou kidnappés, enlevés dans différentes régions au monde. J'ai déjà présenté en 2018 un rapport en tant que rapporteur sur un aspect de cette question, à savoir les barreaux, les associations professionnelles, une analyse des différentes formes d'ingérence et de menaces et soulignant les droits essentiels dont doivent bénéficier les associations professionnelles et les barreaux. Je prépare actuellement le rapport que je présenterai en juin devant le Conseil des droits humains, étroitement lié justement à la question dont nous nous occupons aujourd'hui, la liberté de l'exercice du droit. J'ai reçu pour cela des informations précieuses de différents pays au monde, y compris la Colombie. Nous commémorons aujourd'hui la Journée internationale de l'avocat en danger concentrée sur la Colombie. Et je voudrais ici manifester ma solidarité avec tous les avocats et avocates de la Colombie qui continuent de lutter pour la défense des droits fondamentaux. Et tout particulièrement ma plus profonde solidarité avec les victimes de attaques, d'agressions, de remise en question via les médias et pour toutes les victimes d'attaques contre leur vie. La structure des normes qui protègent l'exercice du droit est très complexe. Il fait partie du pacte national des droits, les fonctions qui ont été adoptées par les Nations unies dans les années 90. La déclaration sur les défenseurs des droits humains adoptée par l'Assemblée générale en 1998 qui ne parle pas simplement des avocats, mais qui parle en effet des fonctions exercées en défense des droits humains. Et Joël Hernandez probablement plongera là-dedans toute une série d'aspects attenant à notre région établie dans le système ibéro-américain des droits humains, dans la Convention sur les droits humains ibéro-américaine, la Charte démocratique ibéro-américaine et tous les documents que nous avons en la matière, aussi bien dans la Commission interaméricaine qu'au sein de la Cour interaméricaine des droits humains. Ces derniers mois, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec différents groupes d'avocats organisés dans plusieurs parties au monde, en Asie pour analyser les Philippines, en Afrique pour analyser les questions du Zimbabwe, en Europe aussi, étant donné la crise et les menaces qui pèsent sur certains pays de l'Europe centrale. Nous connaissons tous ces situations, le Bélarus, la Pologne, la Hongrie, des pays où les avocates, les avocats sont en danger. Au cours de ce processus de dialogue avec les représentants du Conseil de l'Europe, avec des associations de juges, des barreaux de l'Union européenne, une question a surgi qui m'intéresse de partager avec vous tous. Au-delà des normes existantes, bien connues, consacrées par la Convention européenne des droits humains, une convention de rang général. Le Conseil de l'Europe explore la possibilité de se donner un instrument international
qui pour certains devrait être contraignant, à savoir un traité pour la protection des avocats. Cet instrument pourrait éventuellement incorporer des pays qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe. Donc voilà un chantier sur lequel le Conseil de l'Europe avance. Et les dernières informations nous disent que pendant le premier semestre 2022, une commission de 15 experts sera constituée qui, au cours de 2 ans, devra préparer cet instrument international. Nous ne savons pas s'il s'agira d'une convention contraignante ou d'un autre type d'instrument international. Et peut-être à ce processus, d'autres organisations, des personnes pourront participer. Et je suis ravie de vous communiquer que mon institution a été invitée à participer à ce processus, à savoir le rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats. Excusez-moi. Je vais cesser mes fonctions à la fin de cette année. Mais là, ce qui est important, c'est que le rapporteur, qui que ce soit, pourra continuer de participer à ce processus. Cela me semble extrêmement important. Au-delà des standards, des normes déjà fixées, nous pourrions avoir un instrument contraignant promu par l'Europe auquel puissent se joindre d'autres pays encore. Bon, nous savons que la multilatéralité ne passe pas par son meilleur moment. Il serait peut-être difficile, penser d'ajouter un nouveau traité à la structure internationale se penchant sur une question aussi importante que celle des barreaux et de l'exercice du droit. Je ne voudrais pas déjà trop avancer sur mon rapport qui sera présenté en juin. Et d'ailleurs, nous aurons des présentations excellentes dans les minutes à venir sur la grave situation de la Colombie. Mais je voudrais quand même faire un résumé des formes d'attaque, de harcèlement des avocats qui aujourd'hui sont présents, non pas simplement en Colombie, mais un peu partout dans le monde, avec différents niveaux d'intensité, bien sûr. Je vais citer 4 éléments, 4 formes d'attaque et d'agression. Tout d'abord, la victimisation constante et croissante des avocates, des avocats qui font la défense des droits humains. En effet, ce n'est pas n'importe quel avocat, mais surtout les avocats qui travaillent à la défense des droits humains. Nous avons trouvé ce type d'attaque en Cameroun, l'Égypte, les Philippines, le Guatemala, le Liban, le Maroc, la Palestine, le Pakistan, la République islamique de l'Iran, le Rwanda, le Sri Lanka, le Tadjikistan et la Turquie. Voilà. Le Kazakhstan serait un des pays importants. Ces dernières semaines, une institution que vous connaissez bien, le CEGIL, a publié le protocole de l'espoir, un instrument qui cherche à s'ériger en instrument de protection internationale pour ceux qui défendent les droits humains, qu'ils soient avocats ou pas. Ce protocole est un instrument qui renforce la capacité d'action des avocats. Au-delà des avocats et des avocates qui défendent les droits de l'homme, nous avons tout ce qui est lié à la sécurité intérieure. Voilà qui se présente en Turquie, en Myanmar, en Irak, peut-être un peu moins en Amérique latine dernièrement. C'est les cas de figure où des tribunaux traitant des affaires graves de sécurité interne comme le terrorisme, eh bien, les avocats qui travaillent, qui exercent leurs fonctions dans ce cadre,
sont les victimes justement de harcèlement et d'identification avec les crimes et les délits qu'ils sont amenés à traiter. C'est déjà le cas en Turquie, à Myanmar, après le coup d'État de février de l'année dernière. Et en Égypte, nous avons une répétition, nous avons des vagues de répression qui s'exercent contre des avocats qui défendent des islamistes dans des affaires liées à la sécurité intérieure. Troisième forme d'attaque permanente au barreau, les affaires liées à la corruption. En effet, la grande corruption, la corruption avec C majuscule, fixée comme délit par la Convention des Nations Unies, est liée aux autres sphères du pouvoir et des structures criminelles liées aux autorités du gouvernement. Et tout cela provoque des harcèlements et des agressions sur les avocats qui étudient ces affaires. Nous avons la Guinée équatoriale, le Venezuela, rien que pour mentionner certains pays, mais dans d'autres régions, il s'agit d'un fléau aussi. Quatrième et dernière forme, dans l'ordre d'exposition, pas dans l'ordre de l'importance, l'identification de l'avocat avec l'affaire traitée. C'est l'une des plus grandes menaces qui pèsent sur l'exercice des fonctions d'avocat. Nous avons ce cas de figure en Colombie, en Amérique latine, avec la défense des leaders autochtones et des défenseurs de l'environnement. C'est toujours lié à des affaires sensibles, affaires politiques, environnement, droits humains, minorités LGTB, minorités autochtones, etc. Identification donc des avocats avec leurs clients. Nous avons une affaire grave à la Fédération de Russie où l'avocat d'un dissident de ce pays, Ivan Pavlov, est aujourd'hui mis en détention pour avoir défendu son client, n'en déplaise à M. Poutine. Et voilà, je vais m'arrêter ici. Nous avons un programme chargé aujourd'hui. On me dit qu'on ne m'entend quasiment pas. Je ne sais pas si j'ai des problèmes de son ou c'est peut-être la personne qui a écrit ce message. Nous vous entendons parfaitement, Diego, dit Alfredo. Très bien. Alors, je poursuis. Je ne voudrais pas donc m'étendre dans mes propos, mais je voudrais, en guise de conclusion, vous dire que plusieurs instruments qui sont essentiels, et je vais en citer 6 très rapidement, des instruments qui nous permettent de répondre à ces attaques. Tout d'abord, les barreaux, les associations professionnelles. Il s'agit d'un élément essentiel, vital pour l'exercice du droit. Évidemment, ces associations, ces barreaux doivent être indépendants. En Turquie, par exemple, au Bélarus, en Lituanie, lorsque ces associations font l'objet d'ingérence, eh bien, c'est une attaque très sérieuse à l'indépendance de la profession. Deuxièmement, pour nous défendre face aux attaques à l'intégrité physique et psychologique de l'avocat et de sa famille. Troisième point, les médias. Nous avons parfois des campagnes de diffamation contre des avocates et des avocats en essayant de les neutraliser. Quatrièmement, les procédures disciplinaires qui parfois sont lancées par les structures judiciaires ou par les structures politiques lorsque les barreaux sont déjà sous le contrôle des autorités politiques. Donc, les attaques sont menées via les barreaux.
au Brésil, justement, il y a un président de la Cour suprême du Brésil qui a établi que l'absence d'une défense technique de la part d'un avocat dans un processus disciplinaire ne viole pas la Constitution. C'est-à-dire que si cet avocat n'a pas le droit à la défense, à se défendre, eh bien, cela ne concerne personne d'autre que lui-même, ce qui me semble extrêmement grave et un précédent délicat. Et puis finalement, le secret professionnel et les saisies. C'est des événements qui se sont produits partout dans le monde. Nous avons des archives entières qui sont saisies par les autorités policières dans des pays démocratiques, d'autre part en Croatie, en France, en Belgique. Nous avons par exemple les écoutes téléphoniques du journal français Le Point, du magazine français Le Point. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous avant d'entrer en matière sur la fonction de l'avocat en Colombie. En fait, je parle de comment placer dans un contexte général ce phénomène qui arrive partout dans la planète. Nous avons aussi besoin d'instruments qui nous aident à faire face à des menaces qui pourraient se produire aussi dans nos pays, dans nos propres pays. Et puis, des réponses qui devraient réaffirmer les principes existants déjà, les principes de base qui existent déjà, tels que consacrés par les Nations Unies il y a plus de 30 ans déjà. Et puis, la possibilité de nous donner un instrument contraignant, ouvert à la participation de pays qui ne soient pas simplement membres du Conseil de l'Europe. Je voudrais m'en tenir là pour bien respecter les horaires, mais je voudrais quand même partager à nouveau ma solidarité avec toutes les avocates et les avocats qui, en Colombie, luttent pour la défense des principes consacrant l'état des droits, pour faire en sorte que la justice transitionnelle puisse remplir ses objectifs, les objectifs qui ont été fixés à sa création, pour que l'état de droit puisse être une réalité cohérente, solide, robuste en Colombie et partout dans notre région de l'Amérique du Sud. Merci. Je suis bien sûr à votre disposition pour toute question ou remarque et bien sûr, je participerai à tout débat ultérieur. Merci beaucoup, Diego, pour vos paroles, pour avoir rappelé la massacre d'Atocha. Merci pour cette solidarité à tous les avocats en danger. Merci aussi pour la transcendance que vous avez accordée au bureau d'avocats indépendants. Il est vrai que tous les avocats et toutes les avocates qui sont en danger dans le monde méritent notre attention, et surtout dans beaucoup de pays dont vous avez énuméré la liste. Aujourd'hui, pour cette journée mondiale des avocats en danger, nous allons nous concentrer sur les avocats et les avocates en danger en Colombie. Voilà à qui est dédiée cette journée. Pour cela, j'ai le plaisir de présenter le prochain conférencier, Franklin Castañeda, qui nous aidera à connaître et à comprendre le contexte dans lequel s'inscrit la pratique du droit en Colombie. Franklin Castañeda est un avocat colombien et président du comité de solidarité avec les prisonniers politiques, le CSPP, qui est la plus ancienne organisation colombienne dédiée à la défense des droits humains. En raison de son travail d'avocat engagé et pour avoir recherché la responsabilité pénale des autorités de l'État, M. Castañeda a subi une stigmatisation intense et un risque pour sa sécurité grandissant. Franklin, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui
Vous pouvez prendre la parole quand vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais tout d'abord saluer les personnes qui nous voient en ce moment même. J'aimerais également exprimer ma solidarité et commémorer les avocats assassinés à Atocha et exprimer mon souhait que ces événements ne se répètent nulle part dans le monde. Cela fait 22 ans, je pense, que la journée mondiale des avocats en danger est célébrée. Merci d'avoir choisi une nouvelle fois la Colombie. Merci de parler à nouveau des avocats en danger dans ce pays. Merci de réfléchir à ce sujet aujourd'hui. Mon intervention comptera 3 parties. Tout d'abord, je parlerai de la situation de la violence en Colombie et du conflit armé. Deuxièmement, je vous présenterai le contexte de la protestation sociale et finalement, comment ce contexte impacte directement le travail des Colombiens, de ceux qui pratiquent le droit en Colombie et surtout de ceux qui défendent les droits humains dans notre pays. Tout d'abord, comme vous le savez, en novembre de 2016, un accord de paix a été signé en Colombie. Il aurait dû mettre fin à une partie importante du conflit armé. C'est un conflit qui se déroulait entre l'État colombien et les forces armées révolutionnaires colombiennes, les FARC, qui étaient la guérilla à l'époque la plus grande et la plus ancienne à l'époque. Elle luttait contre l'État colombien depuis près de 50 ans à ce moment-là. Avec la signature de l'accord de paix, un processus de paix a été entamé en Colombie. Nous, les avocats défenseurs des droits humains, nous espérions que ce pas aide à établir la paix et à mettre fin aux insurgences. Bien sûr, un certain gouvernement avait fait campagne pour s'opposer aux accords de paix. Ce gouvernement, le gouvernement de Iván Duque, qui touche à sa fin, a travaillé durant près de 4 ans sur la base, premièrement, de la destruction de l'accord de paix et deuxièmement, pour réduire cet accord de paix à un papier qui offre des garanties aux anciens combattants pour les démobiliser. Mais les éléments qui sont à l'origine du conflit armé ne sont pas résolus. Ce souhait de destruction de l'accord de paix a amené une situation adverse. Et c'est le retour pour la Colombie d'une situation encore plus conflictuelle. Les chiffres nous montrent que la situation est proche à celle d'il y a 20 ans en termes de victimes mortelles. Du fait de cet échec de la politique actuelle, 96 massacres ont eu lieu. On n'avait pas vu ça depuis les années 2000. 38 personnes ont été assassinées uniquement durant cette année-ci. Durant ces premières 24 jours de cette année, 38 personnes ont été assassinées. Cela vous montre comment ce pays, malheureusement, est revenu à ses pires moments. Les conflits nous amènent d'autres chiffres sur les déplacements forcés. Selon l'OCHA, l'année passée, de janvier à novembre, lors de la publication du dernier rapport, 72 300 personnes ont fui du conflit armé, tentant de sauver leur vie, en 159 scénarios de combat ou de conflit armé.
Ceci démontre un grave échec de la politique actuelle. 22 groupes armés nouveaux ont vu le jour. Ce sont des groupes dissidents, du narcotrafic, des paramilitaires. Il y a les autodéfenses qui opèrent dans les montagnes et qui sont de plus en plus présentes dans le pays. Ainsi, dans ce pays où nous avons 1102 municipalités, nous avons près de 300 groupes armés. Cela reflète que près d'un quart des municipalités ont des groupes armés. Il y a des groupes insurgents, des groupes qui ont repris les armes et des groupes paramilitaires. Malheureusement, cette situation hautement conflictuelle entraîne des risques pour la société civile également, et surtout la société civile organisée. 145 dirigeants sociaux ont été assassinés l'année passée, selon le défenseur du peuple, et nous avons eu aussi un des chiffres les plus élevés en termes d'assassinats l'année passée. En 2017, à la suite de la signature de l'accord de paix, la Colombie avait un taux d'assassinat des plus bas de son histoire. Mais malheureusement, nous avons fait marche arrière ces 4 dernières années, et surtout l'année passée qui a été la plus létale, la plus violente de ces 4 dernières années. Aujourd'hui, nous constatons qu'une bonne partie du peuple colombien s'est soulevée l'année passée, non seulement contre une situation de violence, mais de corruption, de violation des droits humains, de manque de garantie et de protection des droits civils et économiques, ainsi que contre une crise économique sans précédent. Nous avons vécu 3 mois de protestations sociales continues, surtout dans une ville qui a été une sorte de capitale de la dignité et de ce mouvement de contestation. C'est la ville de Cali. Dans cette ville et dans les principales villes du pays, durant 3 mois, des milliers et même peut-être des millions de personnes ont pris part à ces manifestations. La réaction de l'État colombien a été des plus déplorables. Premièrement, il a mené une stigmatisation très forte. Il a légitimisé l'action de répression de la force publique et, d'autre part, l'État a perpétré des violations de droits humains. Nous avons transmis des images de forces de l'ordre qui tiraient sur les manifestants. Nous ne savons pas si les personnes qui ont tiré sur les manifestants étaient des paramilitaires ou des forces de l'État. Peut-être les deux. Des images ont été retransmises où l'escadron anti-soulèvement ont détruit la vie de beaucoup de personnes. 24 personnes sont encore disparues depuis ces bouleversements. 89 personnes ont été assassinées lors de protestations sociales l'année antérieure. À Cali, 36 personnes ont été assassinées. 1926 personnes ont été blessées. Certaines d'entre elles ont perdu un œil. Des armes létales ont été utilisées. 106 plaintes ont été soumises pour cause de harcèlement sexuel. Beaucoup de personnes ont été attaquées pour avoir défendu les droits humains et 120 personnes ont été inquiétées pour avoir participé dans ces protestations sociales. Cette soif de vengeance contre les organisateurs des
manifestation a fait que l'État a essayé de persécuter les dirigeants et les dirigeantes qui ont organisé ces manifestations. 86 personnes ont été poursuivies, traduites en justice en raison de l'organisation de ces manifestations. Non seulement ces grandes manifestations, mais aussi des manifestations contre les industries extractives, entre autres. Je passe maintenant au troisième volet de mon intervention. Notre scénario humanitaire est très compliqué et cela affecte directement le travail des avocats et des avocates et des défenseurs des droits humains. Je vais vous montrer les deux grands modèles qui démontrent cette situation. Premièrement, le public, le traitement public est encore particulier sur le conflit armé. Il y a ce qu'on appelle la guerre juridique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un discours promu par le gouvernement colombien pour essayer de relier les avocats, et surtout les avocats et les avocates défenseurs des droits humains, avec une partie du conflit armé. Et affirmer que les avocats, nous jouons un rôle dans le conflit armé, à savoir la légitimisation des manifestants et pour essayer d'aider l'État. Donc, les forces de sécurité et de l'ordre de l'État colombien voient les avocats défenseurs des droits humains comme comme faisant partie des manifestants. Nous jouons un rôle soi-disant stratégique. Et donc, lorsque nous dénonçons les faux positifs, soi-disant, lorsque nous dénonçons les personnes qui ont été assassinées, nous enhardissons les manifestants. Ainsi, à partir de cette idée, cette stigmatisation des avocats et des avocates, on nous met en danger. Et on légitime les avocats, la participation des avocats dans les protestations. La société est assez polarisée, notre société, notre contexte est très violent. Et donc, les gens se sentent dans leur droit d'attaquer les avocats qui défendent les droits humains. D'autre part, dans cette confusion de l'avocat défenseur et de la personne qui est défendue, on essaye d'expliquer de façon judiciaire ce que nous faisons lorsque nous défendons des personnes qui ont participé aux manifestations. Dans ces protestations récentes, il y a eu une stigmatisation de la part de l'État colombien. Son discours dit que les protestations ont été encouragées par des groupes nationaux et internationaux. Ces groupes sont non seulement armés et organisés, mais ont infiltré la société civile. Selon eux, les avocats qui défendons les manifestants, nous sommes en quelque sorte la quatrième ligne d'action de ces groupes. Et selon eux, nous aurions donc l'intention de secourir ces manifestants. C'est ainsi qu'on voit notre travail. Malheureusement,
cela engendre des dizaines d'attaques. 6 avocats ont été assassinés ces derniers mois. 26 ont été menacés. 12 ont souffert des attaques physiques. 6 de plus ont dû se déplacer pour protéger leur vie. Et d'autres ont dû s'exiler. La situation des avocats et des avocates en Colombie mérite l'attention du monde entier et nous sommes très reconnaissants que vous nous ayez dédié cette journée mondiale des avocats en danger. Merci beaucoup, Franklin, pour ces données si dramatiques. Merci de les avoir partagées avec nous. Ça nous permet de comprendre la triste réalité des avocats et des avocates qui luttent pour défendre les droits humains en Colombie. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais présenter l'intervenant suivant. Il s'agit de Germán Romero. Il est avocat représentant des victimes d'exécutions extrajudiciaires et membre de l'Organisation de défense des droits humains DH Colombie. Cet avocat représente notamment des victimes de violations graves des droits humains dans des procédures judiciaires dans lesquelles un officier de l'armée nationale est mis en examen en matière de justice ordinaire et transitionnelle. Depuis le milieu de l'année 2021, M. Romero a été contraint à l'exil temporaire en raison des actes de persécution constants et du risque élevé d'attaques perpétrées contre sa famille et lui. Germán, vous avez la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. J'aimerais remercier l'Observatoire, les organisations qui en sont membres. Merci de parler de nous, nous les avocats défenseurs. Merci beaucoup aux personnes, aux familles, aux communautés qui nous ont permis de les accompagner dans leur lutte, qui nous écoutent et qui sont aussi en risque. Merci aussi et des salutations aux femmes et aux jeunes qui représentent la nouvelle génération de la défense des droits humains et qui prennent part aux protestations dans les rues, dans les champs. J'aimerais également saluer la présence des avocats et des avocates non institutionnalisés qui luttent pour les droits humains et qui travaillent dans des petites villes et qui n'ont pas l'opportunité, l'occasion de participer dans des instances telles que celle-ci. J'aimerais parler de la persécution des personnes qui sont avocates et des conséquences de l'exercice de leur profession. J'aimerais établir cette réflexion et parler des changements nécessaires. C'est-à-dire, il y a un lien entre un système judiciaire sain ou malsain et l'exigence de l'exercice des droits humains. Aujourd'hui, j'aimerais réfléchir sur une idée. Existe-t-il en Colombie un système judiciaire ouvert, sain, qui fonctionne et est-il effectif contre les persécutions? Nous, les avocats de DH Colombie, nous avons subi des attaques comme beaucoup d'autres défenseurs des droits humains. Premièrement, nous faisons face à des obstacles dans l'accès à l'administration de justice. L'armée nationale perpètre des attaques et nous essayons d'identifier les coupables. Dans des opérations d'intelligence, nous essayons d'identifier des actes de persécution qui seraient reliés au crime. Mais en fait, ce sont des persécutions du gouvernement contre les personnes qui présentent et qui dénoncent ces actes de corruption et ces actes criminels. La police attaque les manifestants. Notre collègue Franklin en a parlé. Nous avons présenté des dénonces, des plaintes contre beaucoup d'actes criminels et c'est là que nous sommes persécutés. Lorsque nous dénonçons
et les effets préjudiciables de certaines activités économiques telles que celles des industries extractives, pharmaceutiques, les industries chimiques, c'est alors que nous sommes en très haut risque. J'aimerais dire à la communauté internationale que ces multinationales font bon genre en Europe, au Canada, mais dans le sud du monde, leur image n'est pas positive. Des groupes économiques perpètrent des actes criminels. Excusez-moi, j'entends un son. Voilà. Donc, lorsque nous nous attaquons aux militaires, au secteur économique en Colombie, la justice colombienne, la justice ordinaire et la justice transitionnelle traitent de façon inégale les victimes et leurs représentants. Un parquet défend les coupables parce qu'il n'y a pas d'enquête. Aucune enquête n'est menée. Nous présentons des témoignages, des rapports légistes. L'administration de justice doit mener des enquêtes, défendre les victimes. Nous devons faire en sorte que ces affaires soient connues. Nous devons saisir les organes de justice en Colombie. Les procureurs doivent défendre les opprimés, les communautés autochtones, les communautés rurales, les victimes. Et c'est lorsque nous menons ces actions que nous sommes attaqués. Il y a eu un massacre contre la communauté de San José. Nos ordinateurs ont été volés, nos dossiers ont été confisqués parce que nous avons tenté de défendre ces communautés. La justice spéciale pour la paix exige la vérité. Et c'est là qu'on nous a menacés de mort. Ils sont venus jusque chez nous. Les procureurs défendent les coupables. Nous dénonçons cela et c'est là que nous sommes attaqués. On nous vole nos caméras de sécurité. On nous harcèle sur nos lieux de travail et lors de nos déplacements aux tribunaux. Nous essayons de mettre en évidence ce qui ne va pas dans la justice. Il y a eu plus de 30 000 disparitions forcées dans notre pays. Et lorsque nous dénonçons cela, c'est alors que nos filles sont attaquées, harcelées. L'administration de la justice ordinaire et transitionnelle n'a pas accompli sa mission. C'est cette administration qui doit défendre les victimes. L'État de droit établit qu'il faut défendre les personnes poursuivies. L'administration de justice doit prendre en charge les coûts judiciaires. Il n'y a pas de reddition de comptes. Pour nous, la justice, c'est une apparence. Ce que je dénonce, c'est qu'il y a un manque de démocratie matérielle lorsqu'on s'attaque à des victimes et à des avocats. La Cour constitutionnelle colombienne, qui a été reconnue comme étant progressiste, n'a pas défendu les droits de victimes de violations des droits humains. Les victimes sont persécutées.
Certaines victimes ont dû quitter leur pays. Les organes de justice de la Colombie ne font rien pour protéger ces victimes. Les avocats de DH Colombie et d'autres avocats doivent redoubler d'efforts pour renforcer leur protection parce que ces personnes sont attaquées lorsqu'elles dénoncent ces injustices. C'est lorsque nous dénonçons ceci que nous sommes attaqués. Ce n'est pas vrai qu'en Colombie, il y ait un état de droit, qu'il y ait une justice. Les mécanismes de protection n'existent pas. Ces mécanismes s'éloignent de plus en plus des victimes. Merci beaucoup. Muchas gracias. Merci Herman pour cet engagement et ce courage dont vous faites preuve en tant qu'avocat des droits humains. Notre ex-président au Conseil général des avocats espagnols disait que dans tout cabinet d'avocats, tout cabinet d'avocats devait être un bureau de défense des droits humains. Vous êtes la preuve vivante de cet engagement du droit et des avocats envers les droits de l'homme. Nous avons maintenant Lina Yahaira Peláez, avocate, anthropologue, défenseur des droits de l'homme. Lina fait partie de l'association Nomadesque, de son équipe socio-juridique qui défend les droits humains dans l'une des régions les plus conflictuelles de la Colombie, la vallée du Cauca et le Cauca depuis 20 ans. Dans le cadre de son travail pour l'association Nomadesque, elle accompagne les communautés autochtones, les communautés afrodescendantes et les communautés paysannes du sud-ouest. Lina représente également les victimes de graves violations des droits humains commises par les forces de sécurité dans le cadre des manifestations sociales qui ont eu lieu de 2019 à 2021. Bienvenue Lina, vous avez la parole maintenant. Merci. Je voudrais saluer toutes les personnes qui assistent aujourd'hui à cette conférence et qui sont aussi les acteurs de notre action. Je salue l'Observatoire et je leur remercie de nous accueillir dans cet exercice et cette conférence. Dans le cadre du contexte tracé déjà par mes collègues, je voudrais recadrer un tout petit peu l'action sur notre regard, le regard juridique que nous avons à Nomadesque par rapport à la défense des droits humains. C'est un regard multidisciplinaire, c'est-à-dire en interaction avec d'autres disciplines qui se retrouvent autour de la structure des litiges que nous menons. Nous avons quelques exemples clairs qui, historiquement, nous ont fait avancer dans un exercice interterritorial avec toutes les communautés. Par exemple, nous avons les arrêts T462A de 2015 et T550 de 2015, à savoir pour les districts de Cauca et de Buenaventura, deux endroits stratégiques dans le modèle de développement du département imposé par le gouvernement qui, historiquement, a soutenu ces municipalités. Nous avons avancé dans une opposition aux acteurs qui reproduisent ce modèle territorial. Pour le T462A, prononcé par la Cour constitutionnelle, nous avons avancé face à l'action qui bénéficie l'entreprise Celsia qui appartient au groupe Argos et qui a nui aux communautés autochtones et communautés afrodescendantes qui sont situées aux alentours du barrage qui a été construit. Nous avons donc des questions des droits des peuples autochtones qui sont violés. Nous attirons l'attention sur ce type de
stratégie. Ce n'est pas simplement l'avocate ou l'avocat qui est en risque par rapport à ces litiges et ces affaires en justice, mais tout un groupe de personnes d'autres disciplines. En effet, l'exercice du droit exige aussi de se nourrir avec d'autres regards, d'autres façons de connaissance du monde. Nous voudrons donc souligner le travail des leaders des communautés autochtones qui font aussi partie de cette construction culturelle des peuples. Nous avons aussi un regard par rapport aux droits civils et politiques et nous avons une mémoire qui doit être faite pour reconnaître les piliers qui sont essentiels pour l'exercice de la défense des droits humains dans ce pays. Et je voudrais souligner M. Mendes, assassiné en 1998, pionnier de la défense des droits humains et dont les meurtriers sont en toute impunité. Les avocats aussi qui ne sont pas diplômés des universités. Monsieur Machado, par exemple, reconnu et assassiné en 2018. Et le leader autochtone, Monsieur Muchweg Chukwe, et le leader syndical, M. Chacon, qui ont défendu les droits humains, sont fermement engagés par rapport à cette structure juridique, cette stratégie qui implique tout un chacun. Je voudrais connecter tout cela avec l'action des associations telles que Nomadesque. Le contexte de la mobilisation sociale est la raison pour laquelle la Colombie est le focus de nombreuses associations internationales. Cela a été déjà expliqué par mes collègues. Nous avons ce contexte de mobilisation qui nous place au centre d'un processus de participation. Nous avons la représentation des victimes, par exemple. Aujourd'hui, l'association, grâce à la sensibilisation des familles et des victimes des actions des forces policières, tout particulièrement les forces de police, qui ont été les victimes de tortures, des tentatives d'homicide, des viols contre des femmes. C'est des victimes qui se sont mobilisées pendant 2021. Nous avons une affaire spécifique, l'affaire Siloé. Et là, une fenêtre nous est ouverte à la justice. Et cependant, nous avons toujours les entraves qui ont été mentionnées par Herman, où l'exercice du droit et l'action du procureur n'est pas clair. Le 3 mai 2021 ont été assassinés 3 jeunes aux mains de 2 officiers de la police nationale. C'est à la fin de l'année dernière que ces personnes ont été mises en accusation, mais les procureurs n'ont pas demandé de mesures de sécurité pour ces officiers. Et ils ne sont pas directement accusés en tant que coupables, mais accusés en tant que collaborateurs nécessaires. À notre avis, c'est une affaire très claire où nous devons nous concentrer. C'est la raison pour laquelle nous avons identifié certaines situations de persécution et de harcèlement. Nous avons, par exemple, en octobre de l'année dernière, un dernier cas de harcèlement avant cette audience, et justement dans le cadre des jeunes qui sont criminalisés par le procureur et poursuivis pour leur participation aux protestations et aux manifestations sociales. À Cali. Vous savez que Cali a été très affecté par ces mouvements sociaux et les répressions de la force publique et la persécution judiciaire aussi de la part du parquet, entre autres. L'association Nomadesque
a donc constaté qu'il y avait une persécution et un harcèlement en octobre à son encontre. Toutes nos communications ont été mises sous écoute et nous avons des éléments de preuve qui démontrent que la police nationale réalisait aussi des registres avec des éléments que le procureur n'a pas réussi à identifier puisque l'enquête n'avance pas. Des personnes vulnérables ont été utilisées aussi, comme M. de la Quadra, ainsi que d'autres personnes qui ont été utilisées pour ce type d'opération. Nous avons des drones qui ont survolé nos installations, des technologies dont l'objectif principal est de nous identifier et de dérober des informations. Cette action s'est intensifiée au fur et à mesure que les diligences avançaient. Quel est le mode d'opération? Eh bien, tout d'abord, il nous intéresse d'identifier à quel point l'État a changé le mode de persécution employé. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas identifier des menaces directes, peut-être des brochures ou des diffamations, mais nous identifions ces technologies qui sont identifiées pour nous rendre vulnérables. Alors, la Colombie a-t-elle un recours judiciaire effectif qui puisse garantir l'exercice du droit, mais aussi pour garantir les droits des peuples et des victimes de ce type de crime? Eh bien, voilà, c'est une réalité. Il n'y a pas de recours judiciaire effectif. Nomadesque est d'avis qu'il n'y a pas véritablement une indépendance des structures judiciaires. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sentons bienvenus dans cet espace pour pouvoir réfléchir sur quelles seraient les actions à l'international qui puissent offrir une protection aux victimes et aux avocats. Nous saluons aussi les progrès soulignés par les intervenants précédents et nous espérons que tout instrument international sera contraignant aussi pour la Colombie. Voilà donc mon témoignage par rapport à ce que nous voyons arriver en Colombie. Évidemment, nous devons aussi mentionner la crise qui a sévi dans tous les territoires et qui aujourd'hui nous occupe dans notre travail de défense des droits humains. Merci. Merci Lina, merci de votre courage, de votre engagement et d'avoir partagé avec nous ce témoignage. Je voudrais maintenant vous présenter Daniel Mendoza Leal, avocat pénaliste et criminologue de formation, mais il est également écrivain et journaliste. Il a fondé le portail en ligne La Nueva Prensa. Et en tant qu'avocat exerçant depuis 20 ans en Colombie, il a défendu de nombreuses affaires pénales devant les tribunaux colombiens et devant la Cour suprême de justice. Il a écrit plus de 200 articles dénonçant entre autres la corruption des élites et la relation du trafic de stupéfiants et du paramilitarisme avec les élites politiques, économiques et militaires du pays. Il a produit, écrit et joué dans la série El Matarife, qui dénonce les liens d'Álvaro Uribe, de ses fonctionnaires, des membres de sa famille avec le trafic de stupéfiants et le paramilitarisme. Daniel, vous avez la parole. Malheureusement, je ne peux pas allumer ma caméra. Oui, je pense que ça y est, c'est bon. Merci. Bonjour. Bonsoir à vous tous.
Je salue les collègues, les organisateurs et je voudrais remercier tout particulièrement les organisateurs de cette conférence de m'avoir invité. Lorsque j'ai connu l'existence de l'Institut, grâce à la présentation de mon avocate en France, j'ai eu un doute dans cet exil kilométrique. Qui suis-je? En quoi me suis-je transformée lorsque j'ai fui mon pays? Il y a combien de temps que j'ai cessé d'être avocat? Ou alors, suis-je toujours un avocat alors que ça fait des années que je ne suis pas entrée dans un bureau d'un juge? J'ai étudié le droit dans une université colombienne démocrate et j'ai appris d'où viennent les lois, à quoi elles servent et comment les étudier. Et après être diplômée, je me suis rendu compte que les législateurs et les chargés d'appliquer ces lois en Colombie ne faisaient qu'instrumentaliser ces normes pour garantir leur impunité. Après m'être spécialisée en tant qu'avocat pénaliste et avec le vécu personnel, j'ai compris que la Colombie est soumise à un appareil de gouvernement de crime organisé sui generis dans l'histoire de l'humanité. Car en Colombie, au contraire de ce qu'il arrive dans d'autres régions du monde ou même dans l'Amérique du Sud, le gouvernement n'a pas de lien avec les trafiquants de stupéfiants ou le paramilitaire. Depuis 3 décennies, en Colombie, le gouvernement est paramilitaire et trafiquant de drogue. Nous avons les faits explicites relatés par les dossiers qui sont parvenus à mes mains pendant mon exercice professionnel. Et j'ai dû publier un livre penché sur ces dossiers. Et je me suis transformée en journaliste. Dans les articles, ont eu à parcourir des marathons sur le réseau. Mais sans le droit, je n'aurais jamais rien écrit puisque mes livres, mes articles sont la traduction en langage commun des faits qui lient les élites colombiennes à nos plus profondes tragédies, l'assassinat systématique des leaders sociaux, des journalistes, les massacres de familles, de peuples tout entiers. Et au milieu de tout cela, l'artifice du génocide de qui préside cette criminalité organisée qui gouverne la Colombie, Eloy Uribe, le même qui a ordonné mon assassinat depuis que j'ai écrit et produit la série Matarife, ce qui m'ont conduit à ordonner les 2 groupes paramilitaires les plus dangereux d'en finir avec ma vie. C'est l'Association pour la liberté de la presse par un sénateur de la République. Aujourd'hui, Juan Trujillo Cabrera, mon associé qui est toujours dans le pays, est en risque de perdre sa vie. La série El Matarife a 2 saisons. Malgré toutes les plaintes qui ont été formées à son encontre. Mais après 2 années de bataille juridique, le dossier, la Cour constitutionnelle a été saisie de cette affaire et la magistrate Paola Meneses, qui a à sa charge le plaidoyer, est une amie intime du président, M. Uribe. Cette magistrate a ouvert un débat probatoire de façon complètement irrégulière. À la fin du procès, sans y avoir le droit, elle a demandé le nom des collaborateurs de la production, sachant le risque qu'ils encourent. Et ils vulnèrent notre droit à la défense en étendant le procès à toutes les saisons, même si l'affaire ne portait que sur les 2 premiers épisodes de la première saison de la série. C'est-à-dire, elle agit en tant qu'un engrenage de plus de l'appareil auquel elle appartient.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il arrivera. J'ai confiance que la Cour constitutionnelle pourra étudier la question de façon impartiale et que le reste des magistrats suivront la loi et respecteront la loi. Mais voilà ce qui m'amène ici. Et voilà ce qui m'a amené à me transformer en ce que je suis aujourd'hui. Un subversif transformé sous couvert avec une caméra et un micro qui lui sert à tirer sur le gouvernement avec de la littérature des images, avec une mise en scène artistique, toujours dans le cadre des doctrines juridiques, judiciaires et des affaires. Voilà ce qu'est Matalife, cette série. 30 millions de vues dans le canal officiel et plus de 60 millions de spectateurs dans d'autres canaux. 31 de janvier, j'enregistre la voix en off et je vais lancer la 3e saison. Des membres de l'armée colombienne, M. Escobar et M. Alvaro Uribe, ont mis sous écoute mon téléphone. Et c'est pour cela que je voudrais vous soumettre ces noms. Merci. Muchas gracias, Daniel, por tu... Merci, Daniel. Merci pour cette explication. Je vais maintenant vous présenter Joël Hernandez Garcia, rapporteur et commissaire pour la Colombie de la Commission interaméricaine des droits de l'homme depuis 2018. Il a été réélu en novembre 2021 pour 4 ans. Début 2022, M. Joël Hernandez a assumé le mandat en tant que rapporteur de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Il a une licence en droit de l'Université autonome du Mexique et un master de l'University of Law. Il est rapporteur de nombreux instituts de recherche et il a été membre du comité juridique interaméricain pour la période 2015-2018. Nous vous remercions, Monsieur Joël, consacré à la protection de la profession d'avocat en Colombie. Bienvenue, Joël, vous avez la parole. Là, oui, je pense que je suis bien connectée, n'est-ce pas? Je voudrais commencer par vous remercier de m'avoir invité à être présent ici aujourd'hui dans cette journée internationale de l'avocat et de l'avocate en danger. C'est un honneur d'avoir été invité pour vous parler de des avocats en danger en Colombie. Et je voudrais tout d'abord exprimer ma solidarité avec les défenseurs des droits humains en Colombie et des avocats en Colombie. Ma solidarité avec toutes les victimes des déplacements forcés, les victimes du conflit armé, les personnes qui ont été les victimes de vulnération des droits ces dernières années, les victimes des abus de force pendant les protestations et les manifestations sociales qui ont été vécues l'année dernière en Colombie. Toute ma solidarité et merci à toute la société civile qui nous accompagne. Il s'agit aujourd'hui d'un événement de taille, d'envergure pour la Commission interaméricaine des droits humains. En effet, nous parlons ici d'un des secteurs, d'un des collectifs qui joue un rôle essentiel dans les États modernes. Un groupe qui aide à construire avec son travail une structure juridique de protection des droits humains. Alfredo l'a bien dit, tout avocat, toute avocate doit être, de par sa nature, un défenseur des droits humains. Le forum juridique est essentiel pour les sociétés et pour les autorités parce que la conception actuelle de l'État fait que celui-ci a l'autorité de créer le droit. Il obtient sa légitimation grâce au droit.
Et donc, les avocats, les juges, les magistrats, les procureurs doivent aider à la configuration des normes. Dans ce travail de configuration normative, cette activité se produit au sein des parlements. Et les avocats, là, peuvent y contribuer. Mais l'une des fonctions essentielles du barreau, c'est de remettre en question les normes, ces interprétations. C'est là l'action, en quoi c'est essentiel, l'action des avocats et des avocates, puisque cela sert à transformer des aspects essentiels des fonctions de l'État. Tout particulièrement pour le système interaméricain des droits humains, le groupe d'avocates et d'avocats qui font le plaidoyer stratégique face à la Commission et à la Cour interaméricaine des droits humains ont permis la création des standards, des normes de droit interaméricain des droits humains qui aujourd'hui sont en vigueur dans notre continent. Nous avons toute une série d'affaires, des affaires familiales ou d'autres formes. Et c'est grâce aux tribunaux que la société peut gérer ses conflits privés. Devant les tribunaux, c'est là qu'agissent les avocates et les avocats. Et leur activité a un impact, parfois en marge, parfois de plein fouet, les politiques gouvernementales. La défense des droits humains à l'échelon interaméricain et à l'échelon international a été créée à travers des processus historiques qui ont fait l'objet d'un plaidoyer conséquent et qui ont aidé à étendre le cadre et à élargir le catalogue des droits humains et qui ont aidé à protéger les différents groupes minoritaires situés en désavantage historique. Les femmes, les filles, les personnes LGBTI, les personnes racialisées, les personnes souffrant de l'intolérance raciale ou ethnique, les réfugiés, les demandeurs d'asile, les victimes de désastres naturels ou autres. Dans tout ce processus de création de normes, des avocates et des avocats ont participé, en partie parce que le consensus international à partir de la Deuxième Guerre mondiale a été de protéger la dignité de tout un chacun avec une figure juridique spécifique, à savoir les droits humains, qui viennent reconnaître la dignité des personnes et qui créent des droits opposables aux États et à des tiers et qui sont justiciables devant les tribunaux et devant d'autres mécanismes. Ce qui ne veut pas dire que l'univers des droits humains ne se contente que du droit, mais il est vrai que le droit a une place de choix dans les systèmes et dans les mouvements de défense des droits humains. Les avocats ne se concentrent pas simplement dans le travail législatif, mais surtout sur le judiciaire. Mais à l'international, les avocates et les avocats ont le rôle essentiel d'accompagner les affaires en violation des droits humains et dans la défense des survivants dans leur plainte devant la justice. Et c'est une labeur qui prend des années. Les violations des droits humains doivent être tout d'abord portées devant les États pour leur donner l'occasion d'assumer la responsabilité, réparer les victimes et résoudre leurs problèmes en interne, puisque c'est l'État qui, en premier lieu, a la responsabilité de faire justice. Lorsque cela ne se produit pas de façon satisfaisante, c'est alors que les victimes peuvent saisir, par exemple, la Commission interaméricaine des droits humains ou bien la Cour interaméricaine, à savoir les structures à l'international. Accompagner ces affaires entraîne des défis de taille pour les avocates et les avocats. Entre autres, les délais énormes, parfois 10, 15 ans, qu'une affaire portée devant la Commission interaméricaine peut durer.
la fatigue, la résolution des différents problèmes qui surgissent au fur et à mesure, la diversification des tâches et des aires de connaissance, le droit interne, le droit international, etc. La profession des avocats, les avocates et les avocats de l'Amérique a été à la hauteur des défis et a contribué au parcours dans la justice de centaines de victimes et au développement du cadre international des droits humains. De même, dans les enceintes juridiques nationales, les avocates et les avocats ont réussi à assurer la reconnaissance des droits des personnes victimes de discrimination. C'est un équilibre entre l'exercice du droit et la défense des droits humains. Cela entraîne des défis pour les groupes et les organisations qui ont le pouvoir dans leur territoire à un moment donné. Et parfois, ces défis ont fait que les avocates et les avocats soient en grave risque. C'est un problème commun et la Commission interaméricaine des droits humains a pu obtenir des éléments de preuve. Par exemple, dans le rapport sur la Colombie de 2013, la Commission a décrit des cas de harcèlement, des attaques, des agressions à l'encontre des avocates et des avocats à cause de leur action de défense des droits humains et a appelé le procureur à enquêter sur ces affaires. Dans son rapport annuel 2020, la Commission interaméricaine a réitéré ses inquiétudes par rapport aux attaques contre les personnes qui se portent défenseurs des droits humains, souvent des avocates et des avocats. Ces agressions contre des avocats prennent des formes multiples et Monsieur le rapporteur spécial Diego García Sayan les a bien étayées. Mais nous avons d'autres types d'attaques qui ne portent pas sur l'intégrité physique des personnes, mais bien sur leur intégrité psychique et qui peuvent avoir des effets délétères sur ce travail de défense des droits humains. Par exemple, le harcèlement, les poursuites, les surveillances illicites, la mise sur écoute des communications privées, des formes d'abus, par exemple des révisions administratives ou des procédures de révision fiscale. De même, la mise en question d'éléments personnels pour faire planer des doutes sur leur exercice professionnel. Comme la Cour interaméricaine a déterminé dans l'affaire Galindo et autres contre Pérou, la figure de l'avocat et l'exercice libre de sa profession doit être considéré comme un élément essentiel du processus, puisque son existence aide à garantir l'état de droit dans une société démocratique. Fin de citation. Les ingérences excessives dans leur travail, y compris les poursuites administratives ou pénales, sur la base uniquement de leur exercice du droit, sont contraires à la Convention interaméricaine, telle que la Cour l'a établie dans l'affaire Tristan contre Canada. Les États doivent prévenir les attaques et sanctionner les attaques qui se produisent et doivent prendre les mesures pertinentes pour éviter toute forme de harcèlement contre les avocats. Afin de protéger l'activité essentielle des avocates et des avocats, il est essentiel que les États lancent des politiques publiques pour leur protection avec des mécanismes efficaces de réaction, bien entendu, mais aussi de prévention de risques. Et ces mécanismes doivent être évalués et réévalués de façon périodique afin de s'assurer qu'ils répondent bien toujours à la réalité du terrain. Les mesures de protection qui seront prises doivent être acceptables pour les bénéficiaires. Elles ne doivent pas avoir l'intention ou l'effet de diminuer ou d'entraver la pratique professionnelle ou qu'ils abandonnent la profession ou le métier. Pour la Colombie, un mécanisme a été lancé pour la protection des défenseurs des droits humains et des journalistes.
un mécanisme articulé via l'unité nationale de protection. C'est un mécanisme dont bénéficie l'État pour prévenir des agressions contre les défenseurs des droits humains. Ce mécanisme assure aussi l'enquête et la mise en accusation des responsables. En guise de conclusion, je voudrais souligner que la meilleure façon de concevoir des politiques et des mécanismes est de se faire avec la collaboration des bénéficiaires pour nous assurer que tous les aspects pertinents sont pris en compte, qu'il y a une mise en commun des stratégies et des éléments et que l'impact sera celui recherché. L'activité des avocates et des avocats continuera d'être objet de controverse, mais tous les mécanismes doivent être faits et décidés en reconnaissant les droits. Sans les avocates et les avocats indépendants de pression et du pouvoir, toutes les personnes seraient moins en sécurité. Des avocats en danger veut dire une société en danger pour ce qui est de ses libertés. Merci. Merci beaucoup, Joël, pour ces mots si intéressants et rigoureux. Merci aussi d'avoir fait une référence aux avocats. Enfin, je donne la parole à Francesco Caia, président de l'Observatoire international des avocats en danger, pour clôturer cette conférence. Pour ma part, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous et bon courage et toute notre solidarité aux avocats en Colombie. Francesco, c'est à vous. Merci. Je remercie tous les éminents orateurs de cette conférence pour leur précieux rapport. Merci surtout aux collègues colombiens qui, avec leur inestimable témoignage, ont élargi notre connaissance de la situation en Colombie. Avant de clore les débats, j'aimerais lire les requêtes au gouvernement et aux institutions internationales et les recommandations par lesquelles nous concluons notre rapport. Face à la situation de risque grave à laquelle les avocats, les avocates défenseurs des droits humains continuent de faire face en Colombie, les organisations signataires formulent les demandes et les recommandations suivantes. Premièrement, l'État colombien doit respecter les principes fondamentaux des Nations unies sur le rôle des avocats. L'État colombien doit répondre de toute urgence aux nombreuses attaques contre les avocates et les avocats des droits humains et garantir l'exercice libre et indépendant de la profession, conformément aux principes 16 et 18 des principes des Nations unies sur le rôle des avocats. L'État colombien doit protéger de toute urgence la vie des avocats et des avocates en Colombie et doit prendre des mesures de protection supplémentaires et efficaces pour assurer leur sécurité et leur liberté. En particulier, dans les zones rurales où les risques pour ceux qui défendent les droits humains augmentent. Ceci est conforme au principe 17 des principes fondamentaux des Nations unies relatifs au rôle des avocats. L'État colombien doit mener des enquêtes impartiales, indépendantes et efficaces et, le cas échéant, juger et poursuivre les responsables de crimes contre les avocats défenseurs des droits humains pour mettre fin à l'impunité. L'État colombien doit lutter contre la stigmatisation des avocats colombiens impliqués dans des affaires sensibles en matière de droits humains, conformément aux principes 18 et 23 des principes fondamentaux des Nations unies sur le rôle des avocats. L'État colombien doit envisager la création et la réglementation d'une institution professionnelle, officielle et autonome qui défende et protège l'indépendance des avocats et représente leurs intérêts en Colombie. Enfin, l'Union européenne et ses États membres, ainsi que la communauté internationale, sont exhortés à utiliser leurs relations avec la Colombie pour renforcer la protection des avocats et des défenseurs des droits humains, conformément aux obligations internationales de la Colombie.
Les Nations unies et d'autres institutions internationales, et en particulier le rapporteur spécial des Nations unies sur l'indépendance des juges et des avocats et le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits humains, sont priés de continuer à se concentrer sur la situation des avocats défenseurs des droits humains en Colombie et de faire pression sur le pays pour qu'il se conforme aux principes fondamentaux des Nations unies sur le rôle des avocats et à toutes les réglementations applicables. Les barreaux et les associations d'avocats du monde entier sont appelés à surveiller de près et à faire rapport sur l'état des avocats défenseurs des droits humains en Colombie, en particulier à la lumière du prochain examen périodique universel du pays prévu pour 2023. Les journalistes et les médias internationaux sont encouragés à enquêter et à rendre compte de la situation des avocats défenseurs des droits humains en Colombie, à exercer des pressions sur l'État colombien et à attirer l'attention du public du monde entier sur le rôle vital joué par les avocats défenseurs des droits humains et les graves risques auxquels ils doivent faire face. Voici les conclusions du rapport sur la Colombie. J'aimerais maintenant remercier tout le monde et je déclare les travaux clos, soulignant que notre engagement en faveur des collègues colombiens ne s'arrête certainement pas aujourd'hui, mais se poursuivra tout au long de 2022. Toutes les institutions et les organismes signataires de ce rapport ne laisseront pas les collègues colombiens seuls. Nous continuerons d'être aux côtés de tous les collègues menacés dans le monde en soutenant l'indépendance des avocats des ordres légistes. Merci beaucoup à toutes et à tous.